Salut et bienvenue pour cette mise au point de l'été. Et qui dit été dit je vais faire le moins d'efforts possible. J'exagère un petit peu, je vais quand même bosser pas mal sur certaines vidéos, mais il va y avoir un petit peu moins de contenu, que ce soit dit durant les mois de juillet-août, dans le sens où je vais passer un certain temps avec mes proches et je n'aurai pas accès à Internet à ces endroits-là, et je n'aurai pas accès surtout à mon matériel pour m'enregistrer tout et tout, donc ça va être aussi l'occasion pour moi de rattraper un peu le retard que je me suis donné dans l'écriture de ma fiction Eperdia. Je vais essayer d'au moins faire 2 chapitres durant ces vacances d'été quand même, ce serait abusé de pas aller plus vite. Et oui, donc il y a certaines choses qui vont se mettre en place, il va y avoir un ralentissement un peu précis, dont je vais faire tout de suite, comme ça c'est dit. La première chose, déjà, va pas y avoir de réac aussi programmée, aussi régulière après la fin des réacs sur Shira. Je vais faire un truc, je pense, et au mieux ce sera une réac par semaine. Une réac un peu plus grande que d'habitude, mais une réac par semaine maximum déjà. Et en plus de ça, va y avoir moins de Total Splash. Ah, je suis désolé pour les fans, mais je vais en faire 2 fois moins. Il y en aura 2 par mois au lieu de 4. Sachant que à côté, je vais quand même compenser en faisant un petit peu plus de Disney Film que la moyenne depuis quelques temps, puisque, bon, le mois de juillet, vous aurez le Disney Film sur la série Phineas et Ferb. Pas exactement, vous verrez, c'est un peu spécial. Comme je l'ai dit, la série a déjà été traitée par d'autres youtubeurs qui pour moi ont fait un travail excellent et j'ai pas vraiment le sentiment d'avoir grand chose à rajouter à ça. Donc je vais faire un truc un peu particulier, et donc ce sera en lien très direct avec la série. Et puis après je vais faire 2 Disney-Films sur les 2 films spéciaux qui sont sortis. Et donc tout ça, ce sera durant la période d'été, durant le mois de juillet-août. Autrement dit, pour le mois de juillet, vous aurez la V2 de Mulan 2, de Pocahontas 2, et la critique sur la série, pas exactement, mais vous verrez Phineas et Ferb. Et le mois d'août, vous aurez la critique des 2 films de Disney Film, qui seront assez courts logiquement, puisque ça va être relativement rapide à critiquer, je pense. C'est pas des films qui vont m'inspirer énormément de blagues, tellement ils se suffisent un peu en eux-mêmes en termes d'humour, et que le scénario, c'est pas non plus quelque chose d'ultra profond à voir en détail. C'est ça qui est bien avec Phineas et Ferb dans un certain sens. Il n'y a pas à réfléchir en méga détail au scénario précis. Mais donc voilà, ça fera 3 Disney-Films précis, 3 nouveaux Disney-Films et un remake, une V2 de Disney-Films. Donc c'est un petit peu plus que d'habitude, sans compter évidemment les HS qui seront toujours présents. Donc il y aura un peu plus de Disney-Films pour compenser la légère baisse de vitesse pour le reste. Donc voilà, je vous fais un petit peu le topo de ce qui va se passer. Et sinon, à part ça, on va rapidement revenir sur les vidéos qui sont sorties durant les 2 derniers mois. Pour dire que j'ai pas grand chose à rajouter aux commentaires. Disons que c'était pas non plus les critiques les plus qui ont le plus fait polémique. Pour commencer, nous avons le top 10 des ingrédients Disney, un top que j'ai essayé de faire un peu différent. Et d'un côté, je suis très content du retour positif de ceux qui l'ont vu, de l'autre, il n'y a pas énormément de gens qui ont vu ce top 10, quoi. C'est pas celui qui a tiré foule. C'est un truc particulier que je voulais faire, qui m'est venu en tête depuis quelques temps, pour changer de l'habituel top 10. Et ouais, j'ai essayé de faire un truc un petit peu à la Link the Sun, ce qui c'était pas évident à cet égard-là. Les gens l'ont bien apprécié, il y a eu quelques petites remarques, quelques gens qui sont venus me reprocher de ne pas avoir compté tel film pour telle ou telle chose, et je comprends, j'ai essayé de faire quelque chose le plus objectif possible, mais même avec ça, c'est difficile de tout voir et de tout interpréter de la même façon. Par exemple, dans une scène de combat, on pourrait considérer que la fuite contre Monstro est une scène de combat dans Pinocchio. Ce genre de choses. On pourrait ne pas considérer le combat ultra rapide dans Dumbo comme un combat.
où la confrontation entre les nains et la sorcière, la méchante reine transformée en sorcière, comme un combat. C'est vrai, c'est vrai. C'est assez leste, c'est très libre d'interprétation ça. Et il y a d'autres critères comme ça. Dites-vous que ça reste une liste faite en amateur et évidemment il y aura des coquillards à dire ou des différences d'interprétation à ce niveau-là. J'espère quand même qu'il n'y a pas non plus des fautes pour vous au point que ça change drastiquement l'ordre de cette liste, je pense pas. Hein, notamment par exemple lorsqu'on m'a repris sur le fameux moment où on se morfond parce que rien ne va, on m'a repris sur deux films que j'aurais pu citer, c'est-à-dire Bambi et La planète au trésor. Alors La planète au trésor, je suis d'accord, Bambi c'est un peu particulier. Pour moi c'est pas vraiment un moment où on se morfond, c'est un moment de drame fort. Et juste après, on enchaîne sur la transition, la chanson du bonheur, tout ça. C'est pas vraiment un moment où on appuie notre personnage qui dit que sa vie est foutue et il a plus rien à faire dans la vie. Tout de suite, il y a son père qui lui dit suis-moi et ça continue. C'est pour ça que j'appelle pas ça un moment où on se morfond, personnellement. Pour l'appel au trésor, je serais assez d'accord avec vous parce que moi, je voyais surtout le moment où il gueule sur sa condition, sur son incapacité face à John Silver, Jim, et je trouve pas que ce soit vraiment un moment où on se morfond, vu que il est tout de suite dans l'extériorisation et tout de suite on lui fait un discours pour le sortir de là. Mais techniquement, on peut quand même appuyer ça dans la scène juste avant, en fait. La scène juste avant, c'est vraiment une scène où on se morfond sur la mort d'un personnage, où tout le monde un petit peu le vit mal. Et oui, je pense que ça peut compter si j'ai compté des scènes plus courtes que ça. Donc oui, je suis assez d'accord avec ça. Hein. Un oubli de ma part, voilà, petite coquille comme ça, vous pouvez en pointer d'autres. Le fait est que j'espère que cette liste vous aura plu pour les quelques-uns d'entre vous qui l'ont suivi. Ensuite, nous avons traité Robot, un film, comme je l'ai dit, que j'ai vu beaucoup de fois lorsque j'étais plus jeune, ado donc, et voilà, ça a un petit peu mal vieilli pour moi, j'ai été assez clair là-dessus. Il y a des gens qui adorent l'humour, des gens qui sont pas trop dedans et tout et tout. La plupart des gens sont assez d'accord pour dire que l'univers est extraordinaire et visuellement c'est ultra recherché. Je maintiens ce que je dis en termes d'écriture, tout ça. Il n'y a pas beaucoup de gens qui m'ont repris sur certains détails, donc très vite je passe ça, hein. C'était un plaisir de faire ça avec Lionel B. Ce serait bien de faire un crossover avec lui où c'est pas lui qui paye quoi, un de ces quatre. Faudra que je lui propose un truc précis sur sa chaîne ou ma chaîne où on paye pas pour être ensemble quoi. Ce serait cool, hein, parce que bon, j'aime bien faire des crossovers. Hein. Allez, on va parler d'ailleurs rapidement du crossover avec Axel qui a été fait très récemment, hein, je le mets tout de suite là, puisque c'est un projet de longue date ça. Enfin, de longue date, faut pas exagérer, ça date d'il y a un an. On a lancé l'idée il y a un an. Je vais vous faire un petit peu l'historique de la chose parce que il y a eu quelques petites complications. Hein, parce qu'en règle générale, même quand c'est un projet travaillé, ça prend rarement un an à faire. Même si, pour certains, oui, mais ça a rarement pris autant de temps. C'est la première fois qu'un projet commun a pris autant de temps. Parce que, de base, c'était censé être un projet à trois. Voilà, il y avait Oncle Buck qui devait participer, ce serait une grande continuité par rapport à tout ce qu'on a mis en place, c'est-à-dire la critique de Maléfique, leur critique de Pirates des Caraïbes 5, paf, on se rejoint tous les trois pour celui-là. Il était prêt, il a participé à l'écriture, une bonne partie de ses remarques, de ses blagues qu'il a lancées, on les a gardées. Hein, donc oui, il est accrédité pour l'écriture complètement, seulement voilà, il a eu des problèmes de disponibilité, il n'a pas pu. On a enregistré nos parts, en tout cas moi j'ai enregistré ma partie avec le texte prévu pour nous trois, donc où on interagissait nous trois. Lorsque au bout de 7-8 mois il n'a pas donné de nouvelles, il était vraiment pas dispo pour faire quelque chose, on a fini par lancer l'idée, ok, si vraiment tu peux pas, on va essayer de s'arranger et de réarranger le texte pour que ce soit seulement à 2 plutôt qu'à 3 et à contre-cœur, enfin, avec un peu de peine, il a accepté ça, et on est parti sur cette vidéo à 2 avec Axel. C'est dommage dans un sens, on aurait pu avoir un grand projet à 3, on a finalement un projet à 2, ce qui est cool quand même, hein, c'est très sympa à faire, hein, qu'on soit bien d'accord, mais ouais, c'est un petit peu dommage ça. Au final, donc,
On a fait le truc avec Axel, j'ai dû me réenregistrer pour que le texte colle à la partie 2, hein, puisque cette fois-ci c'est seulement moi et Axel, et plus moi, Axel et Buck, et donc c'est lui qui a fait le plus gros du boulot. Faut bien comprendre, que ce soit clair, que le montage c'est la partie la plus importante du boulot dans ce genre de vidéo travaillée. Vraiment, et donc c'est lui qui a fait le plus gros du boulot, qui a mis le temps de faire quelque chose d'un peu léché et donner la vidéo que vous avez vue, dont je suis très content. Voilà, donc je le remercie beaucoup et je vous renvoie à cette vidéo pour ceux qui ne l'auraient pas vue encore. Donc voilà, en même temps, ce mois de juin, on a fait 2 vidéos Disney Field sur lesquelles je vais revenir assez vite parce que il n'y a pas beaucoup de commentaires à reprendre ou de choses à rajouter. Tout d'abord, les jeux vidéo La Planète au Trésor. Les gens ont été assez contents. Je m'attendais pas non plus à ce que ce soit un super hit, cette vidéo. Je l'ai travaillé, vraiment, c'est une des vidéos sur lesquelles j'ai le plus bossé parce qu'il faut bien comprendre que j'ai dû me taper les gameplays, les let's play des 3 jeux. Très long, hein. Bon, c'est pas les jeux les plus longs qui soient, mais 3 let's play pour faire ça, c'est pas rien, hein. C'est beaucoup plus long que ça n'a été pour Pinocchio et Blanche-Neige, parce que Pinocchio et Blanche-Neige, c'était des jeux assez rapides. Donc les let's play, ils suivaient assez vite. Là, les playthroughs, ils étaient bien longs quand même, hein, par rapport à d'autres. Donc ça a été assez long à faire, assez long à travailler, et je voulais quand même donner aux adaptations de mon film Disney préféré, cette attention-là. Et bon, je suis très content du résultat, je suis content des réactions des gens. Malheureusement, comme d'autres vidéos, c'est pas une des critiques qui a le plus de popularité en termes de vues. Mais je pense que ça vient aussi du fait qu'il y a une sorte d'épuisement de ma chaîne. C'est ce que je vois dans pas mal d'autres chaînes, c'est que on commence un petit peu à s'habituer. Et on va moins souvent voir les vidéos parce qu'il y a un truc qui se perd. Il y a cet épuisement de la découverte. Je pense qu'il y a ça qui joue. C'est pas impossible, c'est pas impossible. En tout cas, voilà, je suis bien contente de cette vidéo malgré tout. Les gens qui l'ont vue ont bien apprécié, donc ça fait plaisir. Et il y a des gens qui ont regretté que je ne parle pas de la bataille de Procyon. Je sais pas comment ça se dit. Ouais, j'ai déjà fait 3 jeux. Je me suis dit que 4, ce serait un petit peu trop, non? J'ai déjà bien bossé, hein. Peut-être que ce sera un bonus. Peut-être que ce sera une vidéo 188 bis, un de ces 4, si vraiment je sens que ça mérite quelque chose d'en parler. Mais ouais, de ce que j'en ai vu, ça a l'air d'être assez monotone en termes de présentation, ce truc. Hein, peut-être que j'ai pas vu les bons extraits, hein, j'ai pas vu le let's play en entier de ça, mais bon, on verra, peut-être, un de ces 4, je peux rien vous promettre. Hein, en tout cas, on en vient à la dernière vidéo de ce mois de juin, c'est-à-dire South Park, le film, un film particulier qui faisait partie de mon top 15 des films animés dans Disney préférés. Hein, on commence un petit peu à piocher là-dedans, hein, ça fait quelques films comme ça. Hein. D'ailleurs, dans pas longtemps, il va y avoir un autre de ces films qui va sortir. Attendez-vous à ce que ça arrive. Donc, ouais, c'était très sympathique de revenir là-dessus et sur ce qui faisait que ça me plaisait, surtout pour l'époque. Dans les années 90, lorsque j'étais ado, ça a été vraiment une des premières séries à m'avoir introduit, je crois que c'est même la première œuvre avec les Guignols, à m'avoir introduit à la satire et à l'irrévérence de ce genre-là. Et je trouve que c'est une très bonne façon, une très bonne œuvre pour rentrer dedans. Vraiment, parce que il y a le ton qui va bien avec, il y a une écriture qui est recherchée, la moitié du temps. Parce qu'il y a des gens qui ont un peu de mal avec ça, qui trouvent que c'est vulgaire, un peu trop dégueu, grossier, ou pas super bien fait en termes d'animation, et je suis assez d'accord sur pas mal de choses avec vous à ce sujet. Seulement, j'aimerais quand même appuyer le bémol que j'ai quand même précisé en début de cette vidéo, c'est que j'apprécie South Park à moitié. Entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a une moitié d'épisodes que j'aime beaucoup. Vraiment, sincèrement, bonne satire, bonne irrévérence, bien drôle, bien écrit, tout ça. Et une autre moitié où c'est vulgaire, dégueu pour le plaisir, comme je l'ai dit. Et non, je peux pas rentrer dans ces épisodes-là. C'est trop, vous allez trop loin dans votre délire et au bout du compte, si vous essayez de faire passer un message derrière ça, il se ressent pas des masses. Vraiment pas des masses. Après, il faut quand même garder en tête que tu peux pas faire quelque chose de profond et puissamment cynique à chaque épisode, c'est impossible.
Il y a des épisodes un peu événements qui rendent ça très bien, mais c'est clairement pas tous les épisodes qui peuvent faire ça. Ou alors, il faut se restreindre, mais étant donné que c'est une vache à lait, évidemment qu'on va faire un nombre d'épisodes assez important à chaque saison. Cela dit, oui, ça fait quelque temps, comme je dis, que j'ai pas suivi South Park. Un de ces quatre, je rattraperai sans doute. Vu que c'est sur Netflix, une partie des saisons, peut-être qu'une autre est sur Amazon Prime, j'ai pas regardé, je verrai. C'est quelque chose qui a des chances pour que j'y rejette un œil, c'est sûr. Et oui, vous avez été très content de cette vidéo, vous adorez ce film comme moi, tous ceux qui ont à peu près le même âge, qui sont de la même époque que moi, vive les vieux. Et c'était un plaisir de faire quelque chose de différent de ce que je traite d'habitude, donc voilà, c'était très sympa à faire, particulier et sympa à faire. Bien, voilà qui fait un peu le tour de la chose. Rapidement, hein, une petite parenthèse sur le nouveau type de vidéo que j'ai lancé, qui n'a pas connu un succès énorme, hein, mais vraiment pas. Hein. Et je pense que ça vient en grande partie de la série choisie, puisque je parle de Zeritop. Alors Zeritop, c'est un nom que je choisis comme ça en référence à un certain groupe, hein, pour ceux qui sont aussi vieux que moi et qui connaissent ces références à la con. Bref, Zeritop est donc un concept de vidéo où je fais juste le top 5 de mes épisodes que j'aime le moins et le top 10 de ceux que j'aime le plus d'une série et qui m'a vraiment parlé, qui m'a vraiment plu. Et Lost me paraît, c'est être le choix évident. Parce que je connais presque par cœur le déroulé, j'adore les personnages, je me suis vraiment attaché à fond à eux. C'est tellement ancré en moi que ça me paraissait évident d'en parler. Par contre, apparemment, les gens ne connaissent pas cette série. Vraiment, hein, ceux qui me suivent en grande partie connaissent pas cette série et donc j'ai attiré pas grand monde. À part ceux qui sont de ma génération et qui ont été contents que j'en parle, mais en dehors de ça. Donc, ouais, j'espère que c'est vraiment plus la série que le concept qui a un petit peu réfréné les gens et que lorsque je lancerai ça la prochaine fois sur une série qui parlera à un plus grand nombre, ça ira mieux. Parce que voilà, j'aime bien cette idée-là. J'aime bien faire des tops comme ça et c'est une sorte de contrepoids automatique qui se fait. J'adore faire ça, j'adore faire la part des choses, c'est-à-dire le yin, le yang, le bien, le mal d'une chose. C'est quelque chose qui me plaît. Donc, le top des pires et des meilleurs épisodes, c'est quelque chose qui me parle bien, même si c'est très simple, on est d'accord à voir, mais ouais, j'espère que ça plaira un peu plus la prochaine fois. Bon, on verra, on verra. En tous les cas, voilà qui conclut un petit peu ce passage en vue de ce qui s'est passé ces 2 derniers mois et le sujet central, global que je voulais traiter. Une fois de plus, je commence un petit peu à manquer d'idées. Je vais parler d'un vieux dossier dont tout le monde arrête pas de parler depuis quelques temps, puisque c'est dans l'actualité de plus en plus, ça, la distinction entre l'œuvre et l'artiste. C'est-à-dire, lorsqu'une personne est un trou du cul et qu'il fait de bons films, de bonnes séries, de bons livres, de bons comics, etc., à quel moment, à quel degré peut-on apprécier ses œuvres? Et je fais partie de ceux qui distinguent totalement l'œuvre pas tant de l'artiste que de la personne. Hein, en fait, je distingue l'œuvre de l'artiste, tout comme je distingue l'artiste de la personne. C'est très particulier. Hein. Je distingue les trois à part. Mais voilà, je distingue l'artiste de l'œuvre dans le sens où, en règle générale, une œuvre n'est pas due qu'à un seul artiste. Vraiment. Une œuvre, c'est le travail commun d'énormément de gens. Et s'il y a une ou quelques-unes de ces personnes qui se sont mal comportées, je suis censé tout foutre en l'air parce que ces gens-là ne méritent pas que je leur accorde de l'importance. C'est quelque chose que je trouve un petit peu abusé à titre personnel, même si je comprends très bien la logique derrière, hein, la logique de ne pas soutenir ce genre de personnes, mais c'est un peu abusé dans le sens où c'est pas les seuls à avoir bossé là-dessus. Et lorsque on contribue au succès d'une œuvre, on contribue au succès de tous ceux qui y participent. À un certain sens. On contribue à ce qu'ils puissent bosser plus, à ce qu'ils touchent plus d'argent, à ce qu'ils
soit mieux reconnu dans le milieu. Et là, je parle surtout de films et de séries, parce qu'on est d'accord que dans le cadre d'une BD ou d'un livre, il y a, en règle générale, pas des masses de gens derrière. C'est vrai, c'est vrai. Je parle vraiment des œuvres vraiment travaillées, où il y a tout un staff derrière, hein, une équipe. Et donc les séries, les films, ce que je traite en particulier, ça pour moi, à moins que toute l'équipe ou que la majorité de l'équipe soit une bande de trouducs, je ne trouve pas que ce soit si grave en soi d'apprécier, de soutenir l'œuvre. Parce que au bout du compte, ce qui plaît, ce que j'ai déjà appuyé avant, ce qui ressort lorsqu'on voit une œuvre, c'est pas juste le travail d'une personne, c'est un tout, un produit qui est sorti d'une usine, faite avec amour, hein, tout ce que vous voulez, avec des efforts, vraiment l'huile de coude, tout ça, mais voilà, un produit sorti d'une usine un peu particulière, et est-ce que ce produit nous convient ou pas? Si ce produit nous convient et qui nous plaît, à part s'il finance, je sais pas, les terroristes ou un truc comme ça, à ce moment-là, oui, c'est particulier. À part s'il finance vraiment des choses super graves, est-ce que est-ce que je dois me sentir coupable de l'apprécier et d'y contribuer? Moi, non. Moi, je trouve pas. Hein, ce qui amène donc pas mal de polémiques qui ont été faites sur certains acteurs, certains réalisateurs qui ont eu des tas de retours de bâton par rapport à leur comportement. Roman Polanski, Joss Whedon. Je vais pas trop m'étendre sur Roman Polanski parce que j'ai pas grandement suivi son œuvre. Et honnêtement, j'ai pas énormément suivi l'affaire derrière Polanski. Donc voilà, quant à Joss Whedon, je peux en parler un petit peu rapidement parce que voilà, j'aime beaucoup de ses œuvres à Whedon. Et même si il n'est plus aussi bien considéré parmi les geeks et les féministes, ça ne change rien au fait que ce que renvoyaient ses œuvres, une partie des œuvres qu'il a créées, était très bon pour moi. Buffy contre les vampires et Angel reste pour moi de très bonnes séries qui taclent pas mal de bons sujets, notamment le féminisme dans Buffy, de façon plutôt subtile dans les 6 premières saisons, à part la 7e. Mais voilà, c'est pour moi, un créateur qui a eu toute une équipe créative derrière, hein, c'est pas que lui qui a bossé sur les séries et c'est pas qu'à lui qu'on doit les séries et surtout pas qu'à lui qu'on doit les films Avengers ou les autres œuvres qu'il a créées que vous avez adorées. C'est pas qu'à lui qu'on doit ça, mais en tant qu'instigateur, en tant que créateur principal, il a fait un boulot excellent et je vais pas non plus faire comme s'il ne méritait pas son cachet en tant qu'artiste. Par contre, en tant que personne, son comportement est vraiment discutable et il mérite de se prendre un coup de bâton judiciaire dans la gueule. Totalement d'accord avec ça. Totalement d'accord avec ça. Et c'est un truc au passage qu'on n'a pas grandement reproché à Kubrick avec Shining, quoi. Alors qu'il a fait à peu près la même chose que Whedon, quoi. Il a super maltraité son actrice principale. Mais ça, on accepte apparemment. Whedon, par contre, c'est la pire ordure du monde qui ne peut plus rien faire. Enfin bon. Le fait est que je ne vais clairement pas défendre une seule seconde de Joss Whedon, l'homme, mais ses capacités d'artiste et l'œuvre qui en a découlé, qui ne vient pas que de lui, hein, une fois de plus, hein, c'est toute une équipe derrière, que ce soit les séries, les films, tout ça, ces choses-là, je ne vais pas les dénigrer et faire comme si ce n'était pas bon. Parce que c'est clairement pas le cas, c'est bon. C'est pour moi de la bonne créativité, de la bonne écriture et de la bonne inventivité de personnage. C'est quelque chose qui a un poids, une valeur que je ne vais pas totalement renier simplement parce qu'il y a une personne derrière, une personne importante derrière qui, dans la vie courante, dans le comportement, est reprochable. Je vais pas faire ça. Je trouve que c'est quelque chose que la justice doit gérer. S'il est vraiment allé aussi loin qu'on le dit, il mérite d'être repris par la loi pour ça. Vraiment. Mais ça ne changera rien à ses capacités, à ses talents de créateur et de réalisateur en ce qui me concerne.
mais voilà, je défendrai l'œuvre qu'il a créée et un petit peu ses capacités d'artiste, mais je ne défendrai pas l'homme derrière. Voilà, l'homme mérite de se prendre quelque chose. Voilà, sincèrement, l'artiste mérite le succès qu'il a eu. C'est, dans un sens, un peu comment on gère ce succès qui va déterminer quel homme vous êtes, parce que il y a des gens qui apparemment sont des super bonnes pattes. Par exemple, Joel Schumacher était quelqu'un de super sympa. C'était le mec le plus généreux au monde, hein, d'après les témoignages que j'ai entendus. Ça n'empêchait pas qu'il faisait des mauvais films par moments, hein, Batman et Robin, hein, vous vous souvenez. Mais c'était un des mecs les plus charmants au monde, d'après ce que beaucoup de gens ont dit. Ça ne va pas me faire voir ces films à la hausse pour ça. Pourquoi je devrais avoir le raisonnement inverse dans ce genre de cas? Je trouve que c'est le même principe. Soutenir l'œuvre qui nous a plu ne revient pas à soutenir les méfaits de l'homme derrière. Sauf si vraiment, une fois de plus, on finance quelque chose de super grave. Voilà, mais c'est super rare que ça arrive, quoi. Mais ça peut arriver à un certain degré, et c'est pour ça que je voulais parler d'un exemple tout particulier, cher à mon cœur, et qui me fait assez mal, puisque on va parler de Smallville. Alors, c'est clairement pas une série chère à mon cœur. Il y a beaucoup de choses à redire sur Smallville, et c'est clairement pas parmi les meilleures séries que j'ai vues. Mais il y a un point qui m'a toujours plu dans Smallville, et c'est le personnage de Chloé Sullivan, joué par Allison Mack. Il y a pas mal de choses très intéressantes à dire là-dessus, parce que il faut savoir que Chloé Sullivan, le personnage en lui-même, de base, il a été créé pour respecter le quota de personnages noirs, parce que fut un temps, c'était une obligation. Dans toutes les séries américaines, il fallait qu'il y ait un personnage récurrent noir. Et donc on a créé le personnage de Chloé Sullivan pour ça, pour que ce soit une fille noire qui le joue. Mais il y a Allison Mack qui s'est pointée, elle l'a tellement bien fait que les créateurs se sont dit non, il faut que ce soit elle qui joue ce personnage. Et donc on a pris quelqu'un de noir pour jouer Pete Ross à la place, alors que Pete Ross n'était pas censé être noir dans les comics de Superman. Elle a tellement marqué que on a dévié cette règle, changé cette règle sur un autre personnage pour ça. C'est quand même dingue. Et grâce à ça, elle a participé à toutes les saisons. C'est la seule actrice avec Tom Welling à avoir joué dans toutes les saisons de Smallville de façon régulière. La seule actrice récurrente à ce point en dehors de Tom Welling. Donc, pensez donc, hein, c'est quand même quelque chose d'important. Elle a su marquer à ce point. Et je comprends très bien pourquoi, parce que elle est géniale. Je trouve le personnage de Chloé Sullivan génial. C'est celui qui est le plus touchant. Elle a cette façon de la montrer un petit peu intelligente, mais un peu sensible, et qui passait nickel pour moi, et c'était facilement mon personnage préféré. La raison pour laquelle j'ai tenu jusqu'au bout de cette série presque, hein, la raison principale. Il y a d'autres raisons quand même, mais c'était une des raisons principales pour lesquelles j'ai tenu jusqu'au bout de cette série, parce que plus ça allait, plus ça perdait un petit peu en force, hein. J'ai pas nié. Mais voilà le truc. Allison Mack a fait partie d'une secte pyramidale qui a fait du trafic sexuel. Et elle a fini en prison pour ça. Elle a eu le juste retour de bâton qu'elle méritait, quoi. Et donc, en tant que fan du personnage, en tant que personne qui a adoré l'actrice, honnêtement, c'était un de mes plus grands crushs en grandissant, ça, Chloé Sullivan dans Smallville. Quand j'ai appris ça la première fois, ça m'a fait quelque chose, quoi. Hein. Je l'ai super mal vécu, je vous cache pas. Et j'ai eu un petit peu de mal à me décider si, oui ou non, le personnage de Chloé Sullivan méritait encore toute la tâche que j'avais envers elle. Parce que s'il y a une seule chance pour que je revoie Smallville, un de ces quatre, c'est en grande partie grâce à Chloé Sullivan. Je vous cache pas. Donc, est-ce que ça méritait toute cette attention, toute cette attache de ma part après ce que l'actrice a fait, après ce que la femme a fait? Et j'ai envie de dire oui.
Dans le sens où, ce que ça a prouvé cette histoire, c'est que les mauvais actes de quelqu'un, quand ils vont trop loin, ils ont leur juste retour. Voilà, Alison Mack a été arrêtée, elle est en prison encore maintenant pour ce qu'elle a fait. Et que même si c'est pas impossible qu'avoir participé au succès de cette série, sachant que j'ai pas acheté le coffret DVD, donc c'est pas non plus comme si je leur avais donné plein de fric, plein les poches, quoi. Avoir participé au succès de cette série a permis à Alison Mack d'avoir un salaire et sans doute de financer la fameuse secte en question. Le fait de savoir ça, est-ce que ça devrait me priver du plaisir du personnage, de la force de l'interprétation de l'actrice et de ce qui m'a plu là-dedans? Et j'ai eu vraiment pas mal de temps pour réfléchir à ça et me dire, est-ce que ça le mérite encore? Et j'ai envie de dire oui, oui mais. Oui, mais parce que il va y avoir cette connaissance qui va entacher mon plaisir du personnage. Mais je vais quand même détacher l'œuvre, au bout du compte, de la femme. Je vais d'abord détacher la femme de l'actrice, parce que l'actrice a des capacités, vraiment, et malheureusement, c'est une sale femme à côté, mais l'actrice a des capacités indéniables, et je vais détacher l'actrice de l'œuvre. Parce que c'est pas seulement l'actrice qui a fait le personnage de Chloé Sullivan. Ce sont les scénaristes, c'est les caméramans, c'est le texte, c'est l'éclairage, c'est la mise en scène, c'est le réalisateur, tout ça, tout ça. C'est tous ces gens qui ont permis au personnage de Chloé Sullivan de briller et de me plaire à ce point. C'est pour ça que lorsque... Si un jour ça arrive, parce que c'est clairement pas sûr, lorsque je me reverrai Smallville et que j'apprécierai le personnage de Chloé Sullivan, en dépit de savoir ce qu'Alison Mack a fait, j'aurai quand même conscience qu'il n'y a pas qu'une actrice derrière, il y a toute une équipe. Il y a des tonnes de gens et ce n'est pas seulement l'actrice que je soutiens lorsque j'aime ce personnage. Et c'est vraiment ce que je veux garder en tête lorsque je détache l'œuvre de l'artiste de la personne et un peu les trois en particulier. C'est quelque chose d'important pour moi à faire. Et je peux comprendre très bien que ce soit difficile pour d'autres personnes de faire cette distinction. Parce que l'artiste et la personne sont des entités qui se rejoignent, qui se recoupent en bonne partie. Parce que l'œuvre et l'artiste sont intimement liés. L'artiste participe directement à l'œuvre. Et parce que la personne étant vraiment liée à l'artiste va avoir un lien assez fort avec l'œuvre, au bout du compte. Donc, il y a des liens importants. Ces liens ne sont pas complets, ce ne sont pas des liens totaux. Donc, j'arrive à les distinguer, à voir ce qui n'est pas lié en priorité plutôt que ce qui est lié. Mais si les gens ont plus de mal à faire ça et ont du mal à détacher l'œuvre de l'artiste, à détacher l'artiste de la personne, je comprendrai très bien. C'est un processus un peu difficile à assimiler dans les cas un peu extrêmes comme celui dont j'ai parlé. Ouais, pour donner mes 2 centimes là-dessus, voilà, je fais partie des gens qui détachent mentalement l'œuvre de l'artiste. Je note rien au problème qu'il peut y avoir et je ne dirai jamais une seule seconde qu'être un artiste reconnu vous donne le passe-droit de faire ce que vous voulez. Parce que c'est clairement pas le cas. Et si vous allez trop loin, vous méritez clairement que la justice vous traite comme n'importe quel malfrat qui ferait la même chose que vous, hein, qu'importe sa popularité. Voilà. C'est dit. J'espère que cette opinion sur ce débat un petit peu houleux qu'il y a depuis pas mal de temps sur le net vous aura plu, vous aura intéressé, vous aura fait réfléchir. N'hésitez pas à partager comment vous le voyez, vous, ça m'intéresse. Et je vous remercie d'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous donc pour cet été pour les futures vidéos. J'espère qu'elles vous plairont. À très bientôt.